commence avec une autre question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui conduisent? Oui. Levez la main. Ça, c'est la partie Audience Participation. C'est écrit la conférence participative. Avez-vous déjà conduit sur une route qui ressemblait à ça? Vous vous souvenez le pointillé dans le milieu? Avez-vous déjà croisé une autre auto qui s'en venait dans votre sens, dans le sens inverse? Avez-vous déjà paniqué parce qu'il y a une auto qui s'en venait? Bon. C'est sûr que si elle s'en va comme ça, c'est paniquant. Mais si elle reste de son côté, spontanément, on conduit, puis elle reste de son côté. À l'occasion, elle se déplace un peu, là, puis attention, mais spontanément, on fait une confiance aveugle dans l'inconnu de n'importe quel genre qui conduit dans cette auto-là que vous ne connaissez absolument pas. Tout ce que vous savez, c'est qu'il suit une couple de principes de base. Il a son permis de conduire, il a dû passer son examen de conduite, il comprend qu'il y a une ligne dans le milieu pour ne pas la mettre à la voiture. C'est dangereux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je vais revenir sur cet exemple que je vous parle. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits de la complexité organisationnelle. J'ai plein de noms autour de ça. Mais à la base, il faut comprendre que je suis un scientifique. Je fais une maîtrise en biologie moléculaire. Pendant 3 ans, j'ai étudié la structure de la chromatine protéine qui fait pisser des rats. Comment il fallait être fluide. Ok, ça, c'est un temps d'être du mot. Je sens que je vais devoir expliquer les mots. C'est correct, je ne le prends pas personnel. Bref, pendant 3 ans, j'étudiais des rats. Et puis, je ne sais pas lequel des deux était le plus malheureux entre les rats qu'on guillotinait régulièrement ou moi. Parce que je n'étais vraiment pas en ma place. J'ai adoré ce que je faisais. On étudiait des facteurs de transcription chez les eucaryotes, l'interaction entre les protéines et l'ADN, comment est-ce que le code génétique est exprimé. Puis tout ça, en fait, longtemps après, je me suis dit, dans le fond, moi, je regarde ça, puis le code génétique ou le code d'éthique d'une compagnie, le code génétique ou des procédures, des processus dans une compagnie, c'est pas la même chose. C'est pour comprendre et créer quelque chose, que ce soit dans une compagnie ou une cellule, il faut que ça bouge. Dans le milieu, il y a du monde autour d'une table, ça s'appelle un meeting, qui crée quelque chose. Alors, j'ai décidé de changer de nom. J'étais un biologiste moléculaire, je suis devenu un biologiste organisationnel. Maintenant, c'est facile de le dire, étudier la vie dans les organisations. Mais il fallait que je me donne une définition. Et j'ai vu quelque chose à un moment donné sur Facebook, je me suis dit, oh, c'est très beau, ça. Alors, voici la définition. Et la prononciation phonétique internationale. Un expert en intervention humaine qui résout des situations problématiques dont vous n'avez pas connaissance et vous propose des solutions qui n'existaient pas avant qu'on en parle. Voire aussi magicien ou sorcier. Je vous le dis tout de suite, là, ça prend du monde flyé pour acheter ça parce que c'est pas très vendeur. J'ai même un ami dans la salle qui me dit, moi, je ne dirais jamais ça. Je mets ça sur tous mes courriels. Il dit, ça fait peur au monde. Ouais, mais la réalité, c'est que, qu'est-ce qu'elle a dit, Lisa, tantôt? There is no happy way to do it. La réalité, c'est qu'on ne sait pas où on s'en va. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Malgré tout, j'ai plein de clients. J'en ai pas mal de clients. Ça fait 15 ans que je suis en affaires. J'écris beaucoup. J'ai au-dessus de 100 articles sur mon blog. J'ai un paquet de livres. Ça a l'air qu'on va pouvoir les vendre tout à l'heure. Vous me direz où, j'en ai plein. Et puis mon dernier, c'est sur la gestion du temps. Oubliez la gestion du temps, gérer vos priorités. Bref, j'aime ça écrire. J'ai des longs articles de blog. Les 200 mots, là, ça va faire 20 ans que je fais ça. Moi, c'est 1000, 2000, 3000. Des romans, fleurs. Mais ça a assez bon. Alors aujourd'hui, je vous propose ça. Une mise en contexte de la situation qu'on vit dans nos organisations, quelques exercices, des réflexions, une conclusion, puis qu'est-ce que j'ai écrit à la fin? Lunch et discussion. Ça veut dire qu'après, on va luncher, mais s'il y en a qui veulent rester, on jase. Alors, le premier test, vous l'avez sur vos tables. Il y en a peut-être qui l'ont déjà fait. Donc, voici le défi, vous devez connecter les points. En 5 traits de crayon. Alors, rapidement, vous connectez les points sur les 9 points en haut. 5 traits de crayon, vous levez quand c'est fini. Un trait. Alors, comme j'expliquais tantôt, ce que j'aime dans mon style, c'est qu'on sait qui a fini, puis ça met la pression sur le monde. Alors, ça commence à avoir de la pression. 5 traits, vous connectez les points ensemble, vous levez quand c'est fini. 5 je pensais que c'était c'est ça qui est facile. Alors, vous vous rassoyez, je donne la solution. Prenez des idées. Alors,
j'ai pas entendu. Vous avez levé la main. Ouais, parce que j'ai pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. Il y en a qui sont stressés avec ce test-là? Ah. Oui. Ça, c'est juste le début, là. Deuxième test. Attention, on fait la même chose, mais en 4 traits, sans lever le crayon. Vous vous levez quand vous avez fini. Oh mon Dieu, il y en a qui sont là. Il y en a qui sont là. Alors, sinon, ça va stresser les autres. Il y a déjà 4, 5, 6 qui sont levés. 7. Mon Dieu, c'est une vague. OK, ça vient de geler, c'est correct, vous pouvez vous rasseoir. Ça fait tout le temps ça. Voici une des solutions. Premier trait. Il y en a qui sont déçus. Deuxième trait. Troisième trait. Et quatrième. Donc là, il y en a qui se disent, attends une minute, là, tu as triché. Il y a peut-être un message là-dedans. Troisième partie du test. Vous connectez les points en 3. Oui, vous pouvez vous racheter la gorge. S'il y en a qui résistent, vous levez. Mon Dieu, ça c'est exceptionnel. 1, 2, 3, 4. Oh, oh. Je suis très, très content. C'est rare que je suis une personne célèbre. Alors, voici une des solutions. Quel mandat est rempli? J'aurais pu demander un trait. Mais là, il faut un gros crayon qui va beurrer tout ça d'un coup. Ce matin, je vous ai parlé de paradigme. Il faut vraiment penser à l'extérieur de la boîte. On vit dans des boîtes. Nos organigrammes sont des boîtes. Alors, la boîte, elle est beaucoup plus large qu'on pense. En fait, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de boîte. Mais ça, c'est un des messages importants. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du management en 3 étapes. Hier, aujourd'hui et demain. En fait, je triche. Je commence par avant hier. Avant hier, c'était 1911 environ. C'est l'ère industrielle. L'ère industrielle, fait d'éducation, les gens, littéralement, ne connaissent pas grand-chose sauf leur métier d'artisan. Mais là, on les rentre dans les usines, et puis là, il n'y a plus personne qui comprend. Je dis 1911 parce qu'en 1911, c'est arrivé quelque chose d'extraordinaire pour la révolution industrielle. Qu'est-ce qui est arrivé en 1911? Frédéric Taylor est arrivé en 1911. Le Taylorisme, qui a inventé les principes scientifiques de la gestion. Littéralement, ce que M. Taylor a fait, pas compliqué. M. Taylor, il a dit qu'il y a 2 genres de monde. Ceux qui poussent, ceux qui pensent. Il a déconnecté l'exécution de la planification. Et puis ça a déconnecté fort. Et puis là, Henry Ford a pris ça et il s'est dit, moi je vais faire ça, mais je vais bien payer mes gens quand même. Parce que dans le fond, je vais les payer assez, je vais acheter leur liberté. Puis ils vont faire tout ce que je veux qu'ils fassent. Ça fait plus de 100 ans. On est encore là-dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, le système était simple. Il y avait vous en bas, il y avait votre boss, il y avait son boss, il y avait le boss. Les décisions étaient simples. Ça partait d'en haut, ça descendait, puis c'est comme fait les dons. Alors ça a duré longtemps. Ça a duré jusqu'à la guerre, en fait. Puis là, la guerre est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Ça a pris 20 ans avant qu'on s'en rende compte. Qu'est-ce qui est arrivé à partir de la guerre? Les baby boomers. Et cette gang-là sont allés à l'école. Cette gang-là a commencé à avoir des réflexions sur la façon que les choses se passaient. Cette gang-là a changé le monde. Là, il était élevé. Leur éducation était élevée. Puis on a commencé à parler de l'ère de service, pas juste le manufacturing. Et ça a changé beaucoup de choses. Entre autres, la façon que ça décidait, oui, la hiérarchie est encore là, mais cette gang-là dit, moi, j'ai quelque chose à dire. Gestion participative. Attends une minute, il faut que tu nous écoutes. Et puis là, ils ont inventé toutes sortes d'affaires incroyables, entre autres la gestion matricielle. Qu'est-ce que c'est la gestion matricielle? Tu sais, tu as comme un boss chez vous, opérationnel, tu as un boss fonctionnel au siège social, puis tu as plein de liens pointillés avec des dotted line boss un peu partout dans le monde. Tu ne sais pas vraiment qui décide. Ça a fait un temps, ça. Troisième grande étape, puis évidemment, je résume, OK? C'est vraiment un tableau avec la grande pile de postes. 1995, l'ère de l'information. Qu'est-ce qui est arrivé en 1995? Vous devez le savoir. L'Internet. En fait, l'Internet, c'est depuis 20 ans avant ça facile. Mais c'est le World Wide Web en 1995.
Et là, a ouvert le monde. Puis à l'époque, il y en a qui se souviennent des modèles en 16. C'était très, très lent. Au démarrage, c'était comme un défi. Mais là, en 2017, c'est arrivé autre chose. Les téléphones mobiles, les smartphones d'abord. Et ça a radicalement changé la façon que les gens consultaient le web, parce qu'ils l'avaient dans leur poche. Ça a vraiment tout changé. Mais quand on change quelque chose, ça donne à des effets secondaires. Quand on veut détruire les systèmes, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des dommages collatéraux. Puis ça a l'air d'être beau comme ça, là, au ralenti, mais il va y avoir un dégât. Qu'est-ce que Lisa a dit tantôt? There is no happy way to do it. Ça va faire mal. C'est sûr que si ça nous donne un autre par la face, ça fait mal. Alors aujourd'hui, on en est là. Où est-ce qu'on en est avec ces affaires-là? Bien, je vais vous poser une colle. Je vous montre ici ce qu'on appelle un organigramme. Selon vous, c'est un bon là. Selon vous, il date de quelle année? D'après la couleur du papier. 2011? Qu'est-ce qu'on entend en arrière? D'après la couleur du papier? Ouais, c'est... 30-40 ans. Ouais. Et non, 1920. Fait qu'on n'a rien inventé, là. Okay? C'est sûr qu'aujourd'hui, on met ça, c'est sexy avec les logiciels. Aujourd'hui, on dit, ah, on va faire ça compliqué. Les mecs sont très créatifs, là, aussi. Ils ont même changé. Avant, on était dans des petites boîtes, maintenant, on est dans des losanges, des rondes. C'est très créatif. Mais à la base, il y a toujours le même problème, c'est que c'est une structure rigide. Alors que nous, on est dans un monde VICA. Tout le monde aime ça, VICA. Volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Ça, c'est un des grands mots à retenir dans les 2 jours. On vit là-dedans. Mais maintenant que je l'ai expliqué, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on vit là-dedans? Il n'y a plus rien de sûr, on ne sait plus où on s'en va. Les gens qui disent qu'on va faire des plans stratégiques de 5 ans, c'est comme, ah ouais, 5 ans à partir de quand? Ça marche plus des plans de 5 ans. Un budget annuel! Avez-vous déjà fait un budget annuel, puis 2 semaines après qu'il est approuvé, on vous dit, on va faire une révision. Ben oui, on passe combien de temps? C'est fou! Il y a un institut en Europe qui s'appelle Beyond Budgeting Institute qui ont évalué que chez GM aux États-Unis, l'exercice budgétaire, c'est-à-dire le travail pour planifier le budget de l'année, coûte plus d'1 million. As-tu vraiment besoin de ça? Ce que tu as besoin, c'est un nouvel ordinateur quand tient, il pète, même si ce n'est pas sur le budget. Ça, tu en as besoin. Ah non, c'est pas sur le budget. Parce que je ne travaillerai pas, je me paye 72 000 par année, je ne travaillerai pas pour un an, mais ça, c'est correct. Attends que j'y pense. Il y a un problème. On vit dans un monde bouge. On a des structures qui sont faibles. On vit dans un monde qui, il y a 100 ans, avait peut-être des tâches plates, travail individuel, hyper-spécialisation, pouvoir au patron, coordination par le haut, il y a 100 ans. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on a une génération qui arrive en place, qui ont le goût de faire quelque chose d'intelligent, qui ont le goût de contribuer. On parle de knowledge work, on parle d'innovation. Si on regarde les vieilles théories de la gestion, là, je vais le lire, ok, je ne lis pas ça souvent. Je pense encore vrai, là. Le management est sévèrement entravé aujourd'hui dans ses efforts d'innovation en regard du côté humain des entreprises par l'inadéquation des théories organisationnelles. Il y en a qui sont d'accord avec ça? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, j'accepte. Qui est d'accord avec ça? OK. Je suis d'accord avec la première partie. Pas la deuxième. C'est pas les théories. C'est pas les théories organisationnelles. Qui OK. La deuxième partie, des théories basées sur des principes invalides et limitants du comportement humain qui nous empêchent de voir les multiples possibilités d'invention. Il y a des penseurs géniaux qui sont en place depuis les années 20. Je pense à Mme Follett, entre autres. Je pense à Lewin. C'est des vieux penseurs. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils pensent à ça. Celui-là ici, c'est des années 60. Ça fait quand même 60 ans qu'il a écrit son livre. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des problèmes avec le taylorisme. Pas le taylorisme lui-même, il y a des bonnes affaires dans le taylorisme. La façon qu'on l'a appliqué. Le malaise qu'on a créé dans les organisations. Puis vous avez raison, il y a des excellentes théories organisationnelles, mais il y a beaucoup de patrons qui ne les respectent pas. On a un grand défi ici. Et là, on va shifter d'un autre genre de gestion. Est-ce qu'il y en a qui connaissent M. Deming? Levez la main ceux qui connaissent Edward Deming. Edward Deming, c'est Jurand le père de la qualité totale. Après la guerre,
C'est un Américain qui est allé au Japon pour aider le Japon à se relever. Ça a pris 30 ans, 40 ans, avant que les Américains se rendent compte de ce qui se passait. Comment ça, les autos japonaises commencent à prendre du marché. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh mon Dieu! C'est autos japonaises. C'est 19 ans. Mon Dieu, c'est un Américain qui les a aidés. Et là, M. Deming est devenu très, très populaire aux États-Unis. M. Deming est mort maintenant. M. Deming parlait de l'humain au centre de la qualité. Et c'est fascinant de voir ce que M. Deming a pu imaginer. Entre autres, il s'est rendu compte que les compagnies qui performent très bien n'utilisent pas des méthodes de gestion traditionnelles. Ça, c'est un vieil article, ça date d'une vingtaine d'années. Encore une fois, c'est pas nouveau, on le sait depuis longtemps. En fait, il y a deux choses qui ressortent dans son article, je les ai mis ici en anglais, respect pour la source originale. La gestion par objectif, par les quotas, par les incitatifs financiers, les business plans, ensemble, séparément, division par division, ce que ça fait, c'est que ça cause des pertes. C'est difficile à évaluer les pertes qu'on a. En fait, ce qui arrive, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que notre système de gestion traditionnel est en train de tuer les gens. Vous êtes d'accord avec vous? Les gens sont désabusés, ils veulent plus, il y a une iniquité partout, alors il faut faire quelque chose. Un de mes collègues et amis qui a écrit un livre fascinant qui s'appelle Organize for Complexity, lui, il résume ça de la façon suivante, il dit le management est mort. C'est assez radical. Moi, j'en rajoute, je dis, dans le fond, ça fait longtemps qu'il est mort. Ça fait longtemps qu'il est mort, le management. Regardez les écrits de Mary, comment elle s'appelle? Parker Foley, 1920. 1920, 10 ans après le Taylorisme, elle disait, les affaires ne marchent pas, là. Elle a introduit un concept qui s'appelle win-win. Ça vous tente-tu win-win? OK? En 1920, on a vraiment des problèmes. Alors, j'ai un deuxième test pour vous. Et en regardant la salle, on va avoir beaucoup de plaisir à faire le deuxième test. Alors, voici comment ça commence. Vous allez sélectionner dans la salle 2 personnes. Ils ne sont pas dans votre rangée. Alors, tournez-vous là. Sélectionnez 2 personnes. Moi, je ne compte pas. Sélectionnez 2 personnes. Ce sont les mêmes 2 qui ont signé pour vous. Regardez, est-ce que tout le monde a réussi ce test-là? Oui. Okay. Maintenant, on va se rassembler en équipe de 5 à 7. Fait que ça fait à peu près des rangées ou des petites rangées regroupées. Ou 5 à 7, peut-être 8 personnes. Alors, vous vous levez et vous faites des motons. Go! Alors, les chefs, en fait, les chefs, vous pouvez sortir par en arrière pour avoir un meeting. Je fais ça souvent, cet exercice-là. Je me prépare toujours au pire. C'est pas toujours clair pourquoi ça ne marche pas, mais j'ai déjà une slide de prête au cas où ça ne marche pas. Fait que reprenez vos places. On va avoir d'autres exercices. On passe ça pour l'histoire. Prenez pas le plan, man. Prenez pas ça personnel. J'ai oublié quelque chose quand j'ai fait la réunion de chef. Ça m'arrive, j'ai fait ses nerfs, ça ne marche pas. Ça veut dire que j'ai envie d'avoir l'air fou devant le groupe. Finalement, les 30-40 premières secondes, c'est normal. Allô? Jamais dans cette zone. C'est chez les gens. En tout cas, c'est pas grave, là, si c'est pas de votre côté, au moins vous avez bougé. Hein? Ça, c'est drôle un peu. C'est comme... Il y avait l'air bizarre en avant aussi, hein? C'est comme, peut-être que je devrais prendre de place. Non, restez ici, ça va se passer. Donc, on revient sur quelque chose de sérieux. Monsieur Deming. Monsieur Deming, dans un excellent article qui date de
c'est pas lui qui l'a écrit, vraiment, il est mort en 93. Mais si vous avez une chance de lire ça, là, The Management Techniques Should Never Have Forgotten, sur NPR, Harvard Business Review, c'est vraiment bon. Il finit en disant, entre autres, pour Deming, la confiance est un des ingrédients clés. Qu'est-ce qu'elle a dit, Lisa, tantôt? Ça va bien aller. Sa présidente a dit, ça va bien aller. Puis elle a parlé de confiance. Elle a dit, il faut se faire confiance. On a le droit de faire des erreurs, mais il faut se faire confiance. On va faire les bonnes affaires. Et puis vraiment, il dit, ce que l'auteur dit, c'est que depuis que Deming est mort en 1993, on dirait que la confiance s'est vraiment érodée dans nos business. Il manque quelque chose. Les business font des restructurations en continu, on perd nos jobs. Ils nous disent de donner le maximum, et après ça, ils nous mettent dehors. C'est comme, oui, tu vas avoir un bonus quand on va faire plus d'argent. Oui, tu vas avoir ta promotion, mais là, c'est parce qu'on est en restructure. Puis, on n'a plus la confiance envers nos employeurs. Les employeurs, on dirait qu'ils ne font pas confiance non plus. Et pourtant, vous conduisez à chaque jour, vous croisez des gens que vous ne connaissez pas, et vous assumez qu'ils vont comprendre les principes de base. Et vous ne stressez pas, vous conduisez. Ben, c'est sûr que partir du temps des fêtes, vous entendez parler de nez rouge tout le temps, puis il faut que quelqu'un qui s'en va bien, on a un petit peu moins confiance. Mais en général, on évolue en faisant confiance aux gens. Même des inconnus qui ont un missile balistique entre les mains. Et c'est grave, ça. Sauf qu'il ne faut pas être épais. Il ne faut pas être con. Est-ce qu'on devrait faire confiance à tout le monde? Faut pas être crédule. On va faire un troisième test. Lui, il marche à tout le monde comme ça. C'est un test que j'ai la permission d'utiliser, qui est encore par mon collègue et ami Neil Flaking. Et je lui ai demandé encore il y a 2 semaines, je lui ai dit c'est correct, je peux utiliser ta slide, il dit ouais, pas de problème. Qu'est-ce qui est écrit avec la commission des parents? Alors voici comment ça se passe. Monsieur McGregor, qui parlait tantôt des théories de management, il dit, dans le fond, il y a 2 genres de monde, les X et les Y. Ce n'est pas les X à cause de l'âge, ou les Y, c'est vraiment les X. Les X, finalement, au niveau d'attitude, ils n'aiment pas ça travailler. S'ils peuvent faire d'autres choses, ils vont faire d'autres choses. Au niveau de la direction, ils ont besoin d'avoir un guide, un frame, autrement, ils ne feront rien. Il aime mieux être dirigé vraiment plutôt que d'avoir des responsabilités. C'est des gens qui sont motivés par l'argent, c'est pas peut-être combien. Puis ils ne sont pas créatifs, sauf pour contourner les règles. Là, il y a ça, c'est des... Les Y, c'est des gens qui ont besoin de travailler, qui se motivent par le travail. C'est des gens qui s'auto-dirigent. Tu dis, voici où on s'en va, puis tu dis, oh, bang, 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 ça avance tout seul. C'est incroyable. Des gens qui acceptent des responsabilités. Des gens qui sont motivés par le désir de se réaliser. Des gens qui sont éminemment créatifs. C'est une vieille théorie, ça date des années 60. Okay? Alors moi, j'ai une question pour vous. Et on peut utiliser pour ça une outil technologique d'avant-garde. Un post-it jaune. Alors, vous prenez le post-it jaune et vous allez écrire sur le post-it jaune. Si vous, personnellement, vous sentez que vous êtes un X ou un Y. Alors, ce que vous faites, attention, c'est anonyme. Vous écrivez une lettre, un X ou un Y, et vous revirez le post-it d'abord. Totalement secret. OK? Est-ce que tout le monde a fait ça? Et là, vous allez échanger vos papiers avec les gens autour de la salle. Par en arrière, sur le côté. Vous allez échanger jusqu'à temps que vous décidez d'arrêter d'échanger. C'est parti! Vous le faites même, hein? Les gens tout le monde comprend que vous avez un projet dans les mains qui n'est pas le vôtre. Alors, regardez maintenant ce qui est écrit sur le post-it. Si vous avez un Y d'écrit, vous levez le post-it. Et regardez la salle. Y. Maintenant, sur le post-it orange. Orange. Il y a vraiment un post-it orange. Tout le monde a un post-it orange. C'est ça, on a fait la déclaration chez nous récemment, puis un jour, ma blonde est arrivée, elle dit quel plan tu préfères? C'est une vraie question. OK, alors voici la question. Autour de vous, dans votre expérience
actuellement, quel est le pourcentage de X qui vous entoure? Alors, vous regardez votre équipe ou votre ancienne équipe, quel pourcentage de gens qui étaient autour de vous dans la compagnie, dans l'organisation, qui sont des X? Dans l'organisation. Dans l'organisation, ou si vous voulez dans votre carrière en général, à un moment donné, il y a une tendance. Alors, vous écrivez un chiffre. Quand votre chiffre est écrit, vous levez. Quand tout le monde est levé, on partage notre post-it pour être sûr que ça soit anonyme. On fait ça vite. 30 secondes. Le post-it que vous avez entre les mains, c'est pas le vôtre. Fait que vous n'avez pas à vous sentir coupable si ce qui est écrit n'a pas d'allure. Alors, vous regardez le post-it. Si sur le post-it, le chiffre que vous voyez, le pourcentage que vous voyez, c'est 0 ou 1, vous levez la main. Et vous regardez autour de la salle. Alors, posez-vous la question. Par quelle circonstance extraordinaire est-ce que l'univers a complété pour avoir une salle de Y entourée de crotons? Pensez à ça, là. Vous êtes tous des Y, mais vous êtes tous entourés de X. Y en a-t-il qui ont des gros chiffres, des 20%, 30%, 60%? Est-ce que ça vous parle un peu, ça? Si on demande à quelqu'un qui est un Y, il va dire oui. Puis là, il y en a qui vont regarder le collègue, c'est tout des Y. Attention, j'ai demandé, est-ce que vous êtes un Y? Je n'ai pas demandé, est-ce que vous vous comportez comme un X? Ça, c'est très, très différent. Alors, ce qu'on a fait dans les organisations, c'est qu'on a mis en place des structures, des outils pour contrôler des comportements de X. Je vais en faire apparaître quelques-uns à l'écran. Si vous en voyez un que vous avez chez vous, vous vous levez. Attention. C'est des outils de X. C'est des outils pour contrôler des gens qui n'ont pas d'initiative, qui n'ont rien savoir, qui sont alors, si vraiment on fait ça, est-ce qu'il y a vraiment de confiance aux gens autour de nous? Non, on démontre à tous les jours qu'on ne leur fait pas confiance. On les traite comme des ados en train de se câbler les mains. Ils ne comprennent rien, ils marchent tout croche, ils marchent tout croche, ils ne prennent pas d'initiative, ils nettoient pas leur chambre, ils ont fait ça. C'est fou de penser à ça. Là. On a des mesures en place pour contrôler les gens épais. Alors là, on va réfléchir d'une autre façon à la confiance. On va faire un lien entre la confiance, le pouvoir et l'argent. Parce que l'argent, tout le monde comprend ça. On en parle peut-être pas assez dans nos organisations. On va passer de la bonne façon. Alors voici le 4e test. Je ne demande pas de réponse immédiate. Ça s'en va. Vous valez combien? Je vous pose la question avec le contexte suivant. Quand on vous a engagé, on vous a fait passer une entrevue, premièrement, on a fait confiance à votre CV, alors qu'on sait que 40% des CV sont frauduleux. Mais c'est correct, on a fait confiance à votre CV. Disons qu'ils sont embellis. Et on vous a posé des questions, et puis mon Dieu, vos réponses étaient intelligentes, votre patron vous a fait confiance et vous engagez. Hein? Ou vous êtes parti à votre compte. Mais à la base de l'entrevue, c'est ça. On prend le CV, on fait peut-être un test psychométrique, on fait confiance à ça, on va voir qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça fait dans ta vie, c'est quoi tes projets, où est-ce que tu vas dans 5 ans. Puis, ouais, c'est bon. Es-tu un joueur d'équipe? Et là, il vous engage. Il vous engage à cause de vos compétences. Il vous engage à cause de votre expertise, de votre expérience, et aussi à cause de votre super pouvoir. On a tous un super pouvoir, des fois ici, des fois un petit peu, mais la plupart du temps, dans l'entrevue, on dit quelque chose qui ressort tout de suite. Et là, vous gagnez le jackpot. Là, il vous donne un bon salaire. 50, 100 000 par année. Ça correspond à 1 000, 2 000 par semaine. Ou 25 à 50 piastres de l'heure. Traitez-le comme vous voulez. Ça, c'est votre valeur pour l'entreprise. Puis là, il espère que vous allez générer au moins 2 fois plus de revenus que votre salaire. Autrement, ça ne donne rien à engager du monde. Ça, c'est une réalité. Maintenant, sur le post-it bleu, combien vous dépensez sans demander aucune permission dans votre organisation?
C'est sûr, si vous êtes self-employed, c'est différent. Si vous êtes à l'emploi, quand je dis sans permission, c'est sans permission. Oui, question. À quelle fréquence par mois? C'est pas ça la question. Tu as besoin d'une chaise, d'une boîte de crayon, d'un ordinateur, d'une bannière sur le web. Combien tu peux dépenser sans te demander une permission? Écrivez un chiffre, on dirait ça, on laisse ça complètement anonyme et on se passe les post-it. Il n'y aura pas de honte à ça. Regardez les chiffres. Ceux qui ont un chiffre de 10 000 et plus, levez la main. Regardez tout ça. 8 000 et plus? Pas mal. 5 000 et plus. Pas mal. Si vous avez levé la main à 10 000, 5 000, 5 000. OK, 1 000 et plus. Tout le monde lève la main si vous avez 1 000 et plus. Regardez autour de la salle. Nommez votre compagnie. OK, on va y aller assez drastique. 250 et plus. Levez la main, tout le monde qui a 250 ou plus sur la chaise. Ça ne bouge pas, là. 100 piastres, 100 piastres. OK, là, j'ose pas poser la prochaine question. Est-ce qu'on écrit 0? Regarde autour de la salle. Est-ce qu'on a un problème? Oui! Vous êtes payé 50 à 100 000 par année, mais vous n'avez pas de marge de manœuvre. Vous êtes ici aujourd'hui, ça coûte rien ce Spark Exchange, hein? C'est quoi, c'est 400$ pour les 2 jours? Votre salaire est plus élevé que ça. Votre marge de manœuvre, vous l'avez, vous avez eu la possibilité de venir ici, vous êtes ici. Ici, pas si vous êtes ici, vous dites que vous êtes ici, mais vous pouvez passer toute l'après-midi à boire du café. Mais pour 100$, vous ne pouvez rien faire. Vous devez demander une permission. Savez-vous, ça coûte combien de demander une permission? Avez-vous déjà calculé le coût d'une permission? Excuse-moi, je vais acheter un livre à 20$, j'ai besoin d'autorisation. Ils vont faire un chèque, ils vont vérifier quel chèque est rentré, quel chèque est payé. Savez-vous, ça coûte combien un chèque? Moi, j'avais calculé 200. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies, excuse-moi, il faut que je t'explique de quoi. Moi, là, c'est pendant 10-15 minutes. Je te dis, j'ai besoin du temps. Du temps, ça, là. Là, il dit, OK, va voir le gars des finances. On va voir le gars des finances, tu recommences. C'est fou! C'est fou, raide! Maintenant, si vous, ici, c'est ça la question, c'est ça votre réponse, si vous avez des employés, est-ce que, j'assume, c'est juste pire pour vos employés? C'est moins 1000. Plus zéro, c'est moins 1000. OK. On va traiter ça au cœur. Est-ce que vous feriez confiance à vos employés pour 1$? Oui, je donne 1$. Dépense-la pas toute de coup. Non, c'est un peu con, là, mais 1$, là. Tout le monde dit oui? Une vraie pièce. On va pousser l'analogie. Quelqu'un demandait tantôt à quelle fréquence. Ça c'est important quand même. OK, alors allons-y. 1$. 1$ par jour. Est-ce que vous feriez confiance à vos employés pour 1$ par jour? Là, il faut passer un processus que ça soit facile à gérer. Parce que ça va être trop. Fait que, je te donne 365$ pour l'année, fais ce que tu veux avec. Il y a juste à me rapporter les factures, mais pour 365$, tu as ta petite caisse, ça va toujours être correct. Je te fais confiance pour 1$ par jour. Tu peux tout la dépenser d'un coup si tu veux. Tu peux même, si tu es smart et que tu as plein d'initiatives, pouler ton 365. Acheter un ordinateur avec. Ouais. Je te fais confiance pour 1$ par jour. Oups. Là, on n'a pas la même réaction. J'ai un gars des finances, on a un CFO qui me dit je fais un calcul vite, on est 1000 employés. Là. Tu veux que je fasse une petite caisse de 365 000 par année? Je dis oui. C'est malade! Et ça te coûte combien en processus décisionnel, tous les petits achats que tu fais chez vous pour 1000 employés? Si tu as-tu calculé le temps qui est perdu à chaque fois qu'un employé va acheter quelque chose sur Amazon, que ce soit une souris sans fil, un clavier, une chaise, une boîte de crayon, le temps qui passe à avoir une autorisation, que tu fais un chèque, que tu approuves la dépense, que tu calcules que tout est correct, t'as-tu calculé ça te coûte combien ta boîte de crayon à 12$? Bon, bien, c'est pour ça qu'on fait affaire avec des fournisseurs officiels. Oui, mais tes crayons coûtent 28 aussi. C'est pas 12.
Puis quand tu en as besoin, le fournisseur, il l'a pas nécessairement, mais Amazon, il ship le lendemain, des fois l'après-midi. Tu vas avoir un drone qui va circuler autour de ta fenêtre, comme si ta fenêtre non, ça s'en vient. Non, faut que tu demandes l'autorisation. Fait que là, je dis, ton 365 000 de petite caisse, il est rentable. Non, mais t'es fou, je dis l'autre affaire que t'as pas compris. Quand même que j'y donne à madame, c'est 365 piastres, là, elle dépense sur l'auto. On va peut-être prendre 50 piastres le premier mois parce qu'elle tripe. Puis après ça, c'est comme, pas vraiment besoin. Ce qui a été démontré, c'est que la moitié des gens l'utilisent pas au complet. Tu fais ça 2-3 ans en lien, puis à un moment donné, tu te rends compte que le montant qu'ils dépensent spontanément baisse. Mais ils réfléchissent à chaque fois, par exemple, parce que ouais, c'est pas du free money qu'ils m'ont donné, mais c'est parce que j'ai besoin. Si je dépense tout pour rien, ça n'a pas d'allure. Il y en a qui achètent pour 100 livres de bonbons. Ouais. Puis on jase après. Tu as acheté 100 livres de bonbons. C'est pas le boss qui va jaser, c'est le collègue d'à côté. T'es déjà grosse, tu fais ça. Il y en a qui achètent des décorations d'Halloween. Ouais, puis, ça va être le fun. Oui, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'après quelques années, les gens ne la dépensent pas. Puis les compagnies qui font ça, après 3-4 ans, ils disent on laisse faire la petite caisse, dépensez donc ce que vous voulez, faites attention de toute façon. Wow. Là, on n'est plus dans le modèle adolescent qui est en train de se recabler le rhum. La vraie question ici, c'est est-ce que vos employés peuvent agir parce qu'ils demandent la commission? Vous savez, ces employés-là, qu'on contrôle avec toutes sortes de moyens coopératifs et qui incitent à faire autre chose que d'avoir à faire. La plupart ont une famille. La plupart ont un prêt d'auto, un prêt hypothécaire. La banque leur fait confiance pour des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Ils ne connaissent pas vraiment, ils font en fait des crédits, mais ça passe. Mais vous autres, pour 1 piastre par jour, par exemple, posez des questions pour 100 piastres par jour. Ça, c'est sans compter l'impact sur leur initiative, leur sentiment d'appartenance, sur la motivation qu'ils peuvent avoir. Vous n'avez aucune idée de ce que vous perdez à cause de ça. Moi, j'aime beaucoup la citation de Grace Hopper qui dit « C'est beaucoup plus facile de demander pardon que d'avoir la permission. » Parce que ça, c'est long en catarnouche. Demander la permission. Pardon, là, tu t'excuses. J'ai vraiment fait une erreur, je ne la ferai plus. C'est mieux de plus le faire, hein? Mais ça passe presque tout le temps. Qu'est-ce qu'elle dit, Lisa? Fear, failure, shame, incivility. Il faut enlever ça. Tu fais une erreur, si je fais une erreur, on va le front de dire. Ça passe bien. Et là, ce qui arrive, on va prendre les mots de William Shatner, qui lui a probablement cité quelqu'un de plus intelligent, je suis sûr, on ne connaît bien nos limites quand on les dépasse. Si vous dépensez 100$, personne chiale, essayez 200. J'attends que quelqu'un chiale. C'est vos limites. Qu'est-ce que vous avez fait comme quand vous étiez des kids? Couvre-feu, c'est à 9h30. Ça est-tu 9h45? Quand ça marche à 9h45, est-ce que tu redemandes encore le couvre-feu? Non, 9h45. À un moment donné, ton père va dire c'est 10h le couvre-feu. Ah, tabarnak, tu n'as pas d'allure. 10h15. Puis à un moment donné, il dit, dans le fond, il dit si tu te couches trop tard et tu es malade le lendemain, c'est ton problème. Fait que laisse faire le couvre-feu, arrive un heure qui a de l'allure. Dis-moi si tu arrives tard, par exemple, parce que moi, je suis inquiet. Oh! Là, on commence à jaser. Vous voulez acheter une machine qui coûte 10 000$? Faites pas ça tout seul. Parlez-en. À un moment donné, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Vous avez tous des prêts hypothécaires, vous avez tous des maisons. Vous êtes tous des fois au crédit, là, jusque-là. Mais si la tank en eau chaude pète chez vous, c'est bizarre, vous allez quand même trouver 1000$ pour la faire réparer. Mais pas à job. À job, tu n'as pas 100$. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la vraie question, c'est vous valez combien? Est-ce que vous valez moins qu'une pièce par jour? Puis moi, c'est quand les gens m'appellent et disent hey, j'ai une entrevue, as-tu quelque chose à me suggérer? Si oui, tu demandes combien tu peux dépenser sans y avoir. Ah, c'est une bonne question, personnellement. Il faut du courage de demander ça. Non! C'est une entrevue! Il teste, tu le testes. S'il dit, ben non, il faut que tu m'en parles, allez pas là. Allez ailleurs. Ça, on est en situation de pénurie de main-d'œuvre avec quelqu'un qui va vous engager. Faites-vous en pas. Mais posez la question. C'est quoi ma limite d'autorité? Je suis manager d'une équipe de 32 personnes. Et pour 1000$, en 32 semaines de discussion, je vais aller travailler ailleurs. Ou je ne suis pas capable de bouger. On n'a pas de marche à
5 indices. Nouveau défi. Ça va être. Là, je vais avoir besoin vraiment de tout bouche. Là, je ne veux pas des ados qui sont en train de se regarder les neurones. Vous avez toute la marge de manœuvre. Ça commence comme ça. Vous allez sélectionner mentalement dans la salle 2 personnes que vous ne connaissez pas. Pas les mêmes. Alors, sortez-en 2 autres. Et ce qu'on va faire maintenant, le but, c'est de faire des triangles équilatéraux. OK? C'est ça le but. Je veux que tout le monde se mette en triangle avec les gens qu'on choisit. Alors, soyez smart. Question, on va commencer. Vous allez, ça va prendre combien de temps à faire ça? Vous quand même qu'on dynamise. Imaginez dans votre tête, on a combien de temps? Je suis en contrôle, faites-vous en pas. Okay? Okay? Puis quand je vais dire go, tout le monde se lève, puis on doit faire des triangles. Là, je vais faire une suggestion, rien qu'une. Oui. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'il faut faire? Il fait des triangles. Alors, c'est en silence, sans se pointer. On ne se fait pas de signe, juste se placer, vous avez 2 personnes identifiées. Le temps de silence, je dois expliquer. Je connais pas aucun. Mais ça pense ça. Au début, ça bouge beaucoup. Très rapidement, ça se stabilise. Dès que quelqu'un bouge, tout le groupe s'ajuste un petit peu. Qui avait pensé que ça prendrait 1 minute? Qui avait pensé que ça prendrait au moins 5 heures? Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Prenons nos places, essayons de réfléchir à ce qui vient de se passer. Qui ont quelque chose à dire par rapport à l'exercice original avec les chefs de celui-là. Des mots-clés. Oui? Quelque chose d'organique. C'est juste quoi. Communication. Au début, les chefs étaient complètement perdus. Pourtant, très éloquents. Mais c'est comme, voyons, ça n'a pas d'allure. Jonathan ici qui me regardait, c'est parce que, je ne sais pas que je ne comprends pas, c'est parce que ça va comprendre. C'est cette affaire-là! C'est ça qui est arrivé. Alors que là, ce qu'on a dit, c'est des instructions claires. Faites des triangles. Bon, ce n'est pas trop clair, on le fait-tu ici, là, je l'ai suggéré, ben faisons ça là. On va demander quelqu'un à rallumer, il y en a qui sortaient déjà. C'est comme, il veut des triangles, il n'a pas dit de les faire ici, on va les faire là-bas. C'est de l'autorégulation. Alors, quand on regarde, ça, c'est le genre d'affaire qu'on peut faire un atelier avec des équipes, là, tu les fais jaser pendant une demi-heure, 3/4 heures. Ils vont bitcher contre le management, je vous garantis. Fait à la base, est-ce que c'était clair? Combien de fois on reçoit un courriel du corporatif, tu lis le courriel, tu dis c'est nouveau, l'objectif, c'est de nouveau projet, c'est comme pourquoi il m'envoie ça? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Je comprends rien, mais il faut que je parte tout de suite, j'ai un objectif, il faut que je fasse ça la semaine prochaine. Alors là, c'était clair. Tantôt aussi, c'était ça que j'avais dit de faire. Mais je l'avais dit aussi comment faire. Autonomie versus command and control. Là, on arrive avec des jeunes aujourd'hui qui sont nés avec une infinité d'informations qu'on n'avait pas à l'époque. Ils voient des choses géniales qui sont là, qui ont le goût de faire des choses différemment. Ben non, leur boss leur dit quoi faire. Autorégulation versus micro-gestion. C'est pas juste qu'ils me disent quoi faire, c'est qu'ils sont là, c'est comme non, c'est pas tout à fait de même. Non, c'est un petit peu comme ça. Là. Le boss technique qui devient manager, mais qui est encore technicien expert. Principe de Peters, oublie ça. L'autre affaire qui est intéressante, par exemple, c'est que le boss, il ne faut pas qu'il fasse de la micro-gestion, mais il doit faire de la micro-conscience. Il doit être au courant d'à peu près tout ce qui se passe.
Donc, il doit circuler et regarder ce qui se passe, les Gamba Walk. Il faut qu'il soit au courant. Il ne faut pas qu'il agisse, il faut qu'il fasse faire. Ensuite, l'efficacité individuelle versus le rôle de la gestion. Combien de fois on a le goût de dire au boss, laisse-moi faire, arrête de me coller des meetings, donne-moi une journée de plus, je vais te le régler ton problème. Et finalement, parce qu'il y a moyen de s'ajuster spontanément quand il arrive quelque chose, il faut demander la permission de changer de bureau de classe. Qu'est-ce qu'elle dit tantôt? Je m'excuse, il faut que je me déplace. Madame dit bravo. Elle s'est déplacée, elle a fait pareil en passant, hein? C'est excusé, mais elle a fait pareil. Puis tout le monde autour, c'est comme, oups, c'est une minute. Si vous l'aviez vraiment fait sincèrement, là, ça aurait bougé un petit peu plus que ça en passant. Mais c'est pas grave, c'est rapide, ça prend quelques secondes, ça s'ajuste. Mais c'est ça qui arrive dans la vraie vie. Les marchés autour de vous, vous ne les contrôlez pas. Dès qu'il arrive quelque chose, tout le monde s'ajuste. Le prix de l'essence augmente, vous allez t'inquiéter demain. Vous vous ajustez, vous attendez un petit peu. Oh, il me reste encore 2 allers-retours, on m'attendre dans 2 jours, on va baisser. De toute façon. Vous vous ajustez. Pourquoi on ne le fait pas? Alors là, j'ai une réflexion pour vous. Ça s'appelle la caverne de Platon. Qui a déjà entendu parler de la caverne de Platon? Tous ceux qui ont fait un petit peu de philosophie le savent. Alors, la caverne, c'est pas compliqué. C'est une métaphore, OK? C'est pas la réalité, c'est une métaphore. La métaphore, c'est qu'ici, c'est nous. On est enchaînés à un mur, puis on regarde un grand mur devant nous sur lequel est projeté des ombres d'objets. Puis à un moment donné, on devient déchaîné. Et on se déchaîne. Et là, on sort de la caverne. Et en sortant de la caverne, il arrive plusieurs choses. J'appelle ça les 4 douleurs. La première douleur, c'est la douleur physique. Ça fait des années que vous êtes inerte, vos muscles sont atrophiés, vous devez grimper en dehors de la caverne, ça fait mal. Sortir de la caverne, ça fait mal. Deuxième douleur, visuelle. Vous êtes aveuglé par le soleil. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ça, cette lumière-là? J'ai jamais vu ça. C'est trop fort. Troisième douleur, beaucoup plus intense. Douleur psychologique. Vous réalisez que la réalité, c'est pas ce qu'il y avait sur le mur. Ce qu'il y avait sur le mur, c'est ce que les médias nous disent, c'est ce que notre corporation nous dit, c'est nos messages officiels, c'est ce que nos politiciens nous disent. Ça, c'est le mur. La réalité, c'est que tu sors de la caverne, tu vois un cheval, puis tu fais comme, c'est ça un cheval! Ah ben, ça bouge! Ah, c'est plus! Mais c'est ça la réalité. Et ça fait mal. La quatrième douleur, c'est la pire. Ils en ont parlé ce matin. La quatrième douleur, j'appelle la douleur sociale. C'est-à-dire que tu essaies de convaincre les autres. Hey gang, vous comprenez pas, la vraie affaire, c'est la bouffe. Venez avec moi, ça va faire mal au bout! Mais vous allez comprendre. Et puis là, ils te regardent, c'est comme. Ça, c'est quand ils sont pas là. Ils veulent rien savoir de votre truc. Ils veulent rien savoir de vos super projets. Ils veulent rien savoir de ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que, ah non, mais le boss, c'était ça. C'est ça le plan stratégique. C'est de même qu'on va réussir à contrôler le marché. Non, c'est le marché qui te contrôle. Tu comprends? Il faut sortir de la caverne. Il faut s'ouvrir à cette réalité-là. J'aime beaucoup, tu connais Frank Zappa? Frank Zappa, il disait, l'esprit c'est comme un parachute, s'il reste fermé, on s'écrase. Mais dans beaucoup de nos organisations, notre parachute est fermé. On le sent. On est en train de s'écraser. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, collectivement et individuellement? En passant, si vous pensez qu'individuellement, vous ne pouvez rien faire, parce que c'est trop petit dans l'organisation. Une autre belle métaphore, c'est essayer de coucher un soir dans votre chambre avec un moustique. Vous voyez, c'est pas les plaques là, un petit morceau qui veut perturber l'ordre. Vous êtes des petits moustiques capables d'aller sucer le sang, piquer, on va des démangeaisons. Ça s'appelle on sort de la caverne, tiens-toi bien, on va. Alors, j'aime beaucoup ce que Neil Fleging, ça fait 3 fois que j'en parle, qui a écrit le livre Organize for Complexity. Il y a une façon de voir les nouvelles organisations qui est assez avant-gardiste. Et c'est pas prescriptif, il ne donne pas des recettes, c'est un concept. Puis il dit, les organisations, dans le fond, ont 3 structures. La première, on l'appelle la structure formelle. Elle est là pour une chose, la conformité, le légal, s'il vous plaît. Elle est là. On a besoin de savoir, oui, c'est correct. Mais c'est tout! Ça, c'est comme un arbre. Regardez un arbre au printemps, ça a l'air de quoi? C'est ça une structure. C'est mort. Ça fait rien. Si les feuilles ne poussent pas, votre arbre ne pousse pas. C'est ça la structure de notre organisation. C'est nécessaire, mais c'est pas tout. La deuxième structure, ça l'est pas mal flagué, c'est la structure informelle. Et ça, elle est présente, que vous le vouliez ou non.
Même si votre boss vous dit, tu vas se faire le change, je te le dis, là, parle pas au compétiteur. Là, tu te ramasses là, aux toilettes, là, les gars, deux urinoirs à côté de l'autre. Hey, salut! Je suis pas supposé te parler. As-tu vu ça? Bonjour. Personne ne doit vous empêcher d'aller prendre une bière avec un compétiteur. Personne. Personne ne doit vous empêcher d'aller parler au gars de l'autre département. Non, on a deux projets séparés, on est en compétition. Ben oui, mais c'est mon chum. 40 ans, je le connais. Ça fait juste 10 ans qu'on travaille ici. C'est quoi cette affaire-là? Tu penses qu'on a fait un barbecue ensemble? Non. La structure informelle, elle est là. Elle existe. En fait, c'est la vie dans l'organisation. Les vraies affaires, ça se passe là. Les vraies affaires, ça passe par les adjoints administratifs, les secrétaires, qui sont capables de dire on va voir le boss un matin, là, pas de bonne humeur. Quand il dit, ça donne un café, il va mettre un peu de talent dedans, c'est correct. Mais c'est l'adjoint qui fait le job. Enlever les adjoints des entreprises, que beaucoup ont fait, tout le monde sait. La structure informelle, elle existe d'une autre façon, si vous le connaissez. C'est les structures virtuelles. Et ça non plus, personne n'a le contrôle là-dessus. Ah oui, ils vous empêchent d'aller sur Facebook au travail. Là, ben, tu prends ton téléphone cellulaire personnel, tu vas aux toilettes plus souvent que d'habitude. Ça, c'est la vie. En fait, puis on a la chance d'avoir ici John Osben qui est ici. John, qui, il y a plusieurs années, a pensé à un concept qui, moi, littéralement, m'a fait pleurer. Pour deux raisons. J'étais le premier rangé en avant, puis le display en avant, c'est un LED de 60 pieds, très, très brillant. Fait que quand il a montré la slide que je m'apprête à vous montrer, moi, je l'avais en pleine face, j'avais les yeux comme ça. Mais quand j'ai vu le mot, j'ai fait, c'est ça que je cherche. Je viens de comprendre tout. John, il dit, on connaît la hiérarchie. Ce que John a inventé comme concept, c'est la hierarchy. Le pouvoir connecté. Le pouvoir à la communication à deux directions. Un flot d'informations en trois flots. Ça, c'est ce qu'on vit. Il y a juste un problème avec ça. C'est complètement aléatoire. Vous ne savez pas ce que vous allez voir sur Twitter, sur Facebook. Vous ne le savez pas. Vous faites le fil, comment c'est comme ah, c'est qui ça? C'est pas le fun. On est contacté. Peut-être je vais l'inviter à ma conférence. Mon Dieu, on va écrire un blog ensemble. C'est complètement aléatoire. Et c'est pas gérable. Fait que quand vous parlez aux principes scientifiques de la gestion, ils vous haïssent pour tuer. Vous êtes en train de changer l'ordre établi, vous menacez le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a dit, Lisa, matin? There's no happy way to do it. Le concept de hierarchie est très, très fort. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai allumé, je me suis dit, c'est incroyable. Mais on est beaucoup dans nos paradigmes de gestion, de notre petite boîte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça ce matin, hein? On est resté dans nos petites boîtes, les petits points. La boîte est là, elle est dans notre organigramme. On est dans une boîte. On est comme une cheville carrée dans un trou rond. Ça revole de partout, mais c'est pas grave, tu rentres. Si vous êtes chanceux, vous êtes une cheville ronde dans un trou carré. C'est lousse. Pourquoi on n'aurait pas un trou exactement qui fit autour de nous? On n'est pas habitué à penser comme ça. On est tellement pas habitué que ce matin, là, il y en a qui avait déjà fait ce test-là. Qui avait déjà vu ça, cet exercice-là? Vous saviez déjà à peu près ce qui se passait. Mais moi, je suis curieux. Qui est allé voir le truc sur le web un matin? Vous aviez quelques minutes avant, vous étiez là, tout le monde était assis depuis le début, la feuille était sur la table. Quelqu'un a pensé à aller sur YouTube, le truc de 9 points. Il s'est dit que ça serait triché. Mais si j'avais dit, ici on est ici pour avoir du succès. Là, la triche, c'est quoi? Il ne m'a pas donné de succès, il m'a juste dit de relier les points. Je vais l'essayer. Les jeunes, ils ont beaucoup le réflexe d'aller sur YouTube. Quand ils font ça, ils disent hey, lâche ça. Moi, mon neveu a fait passer ses examens de fin de session à un moment donné. Il me dit je vais pas faire partie après une demi-heure. Je sortis mon cellulaire, je suis allé découvrir les réponses. Je vais assumer une coupe de pas parce qu'il aurait dit que j'aurais triché. De toute façon, je les savais, mais je ne vais pas étudier. Qu'est-ce que c'est brillant? Non, il libère son esprit pour des affaires créatives plutôt que de mémoriser des niaiseries. Parce que de toute façon, tu oublies tout après ton examen. Un système d'éducation est weird. L'autre affaire, il y en a-tu qui avaient le truc et qui ont dit à tout le monde autour hey, le truc, c'est ça. Hey, c'est ça. C'est quelqu'un qui a pensé à partager son truc. Les gens, ils font ça pas mal, par exemple. Regardez ce qu'ils postent sur Facebook, c'est hallucinant. Partage. Working out loud. Hey, on a fait ça, c'était carrément. Essaye ça, ça va bien mieux. Oublie ça, cette affaire, c'est trop cher. Essaye l'autre affaire.
Puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait dans nos compagnies? Ben, on garde l'information, c'est secret. Qu'est-ce qui est vraiment secret chez vous? Pas tant que ça. Mais des trucs pour que ça aille mieux. Qu'est-ce qu'on fait ici? On partage nos trucs à gérer. Quand je vous ai dit un matin, signer puis échanger votre signature, c'est aller voir cette personne-là, aller jaser, partager le sandwich s'il faut, pour pouvoir le partager. Faire rien partager de la lumière, on a juste 2 photos de lumière, vous avez déjà fait ça avec une bougie, tu sais, t'allumes l'autre, tu commences, ça brille plus, puis ça ne m'enlève rien. Alors Neil, ce qu'il dit, c'est une structure de conformité, oui. Une structure informelle, yeah, l'énergie. Une structure de création de valeur. Un concept de gestion cellulaire. Où les gens, quand ils ont besoin d'être ensemble, ils travaillent ensemble, par département, par talent, par désir de faire des choses. Une situation où les gens qui sont en périphérie sont en contact réel avec l'extérieur, ils jasent avec le client, alors que le comité de gestion dans les lieux, ben, il alloue les ressources, il rend service à l'interne, ils ne connaissent pas le client. C'est le vendeur qui connaît le client. Pourquoi il ne laisse pas le pouvoir de décider? Ben non, je veux dire, il faut utiliser le montant qu'il peut décider. Ça ne marche pas. Dans la structure donnée ici, je trouve ça fantastique parce qu'il dit, cette gang-là ici, là, ils n'ont pas d'argent. La seule façon d'avoir de l'argent pour la gang du centre, des services, le comité de gestion, c'est de rendre service aux cellules en périphérie. J'ai besoin d'un recrutement. Je suis allé m'en chercher 6, tu m'as payé tant. Il veut des charges. Pas de problème. Tu me payes, par exemple. Ouais. Président, tu as besoin d'avoir de l'argent? Non, non, non. C'est l'argent ici. Le gars qui s'occupe des finances, il va faire la comptabilité. C'est correct. OK, c'est mon budget. Ouais, donne-moi des possibles. Beaucoup de slides. Moi, je suis arrivé il y a quelques années avec les 3D de la complexité organisationnelle. Les 3D, c'est se développer. Développer l'autonomie des gens. Le deuxième D, c'est décentraliser le pouvoir, décentraliser l'autonomie. Le troisième D, c'est découvrir les synergies dans l'entreprise. Là, je fais des ateliers avec des gens, puis je dis, OK, développer l'autonomie, vous feriez quoi? 2 minutes plus tard, j'ai un post-it plein. C'est comme, waouh, c'est correct. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est leurs idées. Là, je leur demande, OK, c'est correct. Et regardez ça, c'est développer une autonomie. Il y a quelqu'un qui écrit absentéisme stratégique. Le boss part sans le dire. Il faut qu'il s'organise. Moi, je trouve ça complètement génial. Ensuite, je leur demande, décentraliser le pouvoir, ça fait quoi? Et ils me sortent une liste aussi en 2 minutes. Ils sont tout excités. C'est comme, waouh! Même chose sur les synergies. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour découvrir les synergies, créer des synergies entre les gens? Ça prend rien, puis là, ils ont décidé. L'énergie dans l'entreprise, elle est là. C'est juste la faire bouger, la revitaliser. Fait que j'avais un beau petit modèle, parce que c'est important d'avoir des modèles pour expliquer aux autres. Puis là, je vais voici, j'aime bien. Fait que là, voici mon modèle, développer l'autonomie, décentraliser l'influence, découvrir les synergies. Puis là, je me suis dit, oh, il me manque quelque chose, parce que il y a de quoi là, qui bloque. C'est la direction, la vision. Alors, on va faire un rapide test. Est-ce que vous me faites un petit peu confiance quand même? Okay. Fait que tout le monde se ferme les yeux. Je ne vous touche pas, je ne bouge pas. Okay. Fait que tout le monde se ferme les yeux. Et là, ce que vous allez faire, avec votre main droite, en faisant très très attention aux gens autour de vous, vous allez pointer le nord. Si tout le monde se lève la main, pointe le nord. Les yeux fermés. Et là, vous regardez où est-ce que les gens pointent le nord. Faites juste regarder autour de la salle. Il est partout, le nord! Il est partout! Il y en a qui pointent en haut aussi. Ça, je trouve ça c'est pas facile de savoir c'est quoi la mission de notre organisation. Quand on demande aux gens, là, tu sens pas que t'es ski? C'est pas écrit sur le mur, mais quelque part? Ouais, c'est ça. Alors, c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va spontanément. Puis, j'aime beaucoup une citation de Dioff, le fondateur de l'ISA, qui disait « Des règles et procédures compliquées s'engendrent des comportements simples et stupides, alors que des principes simples et clairs s'engendrent des comportements intelligents et complexes. » Puis, à partir de mes 3D, il y a quelques mois, c'est chanceux, c'est le plus gros auditoire qui en a parlé de ça, j'ai pensé aux 3 lois de la biologie organisationnelle.
aux 3 lois de la complexité organisationnelle. C'est un copain qui travaille chez Espace Stratégie qui m'a allumé sur le concept. C'est basé sur les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov. Qui connaît ça? Tu connaissais pas ça, Isaac Asimov, etc. Alors, les 3 lois, c'est des lois qui bâtissent l'une sur l'autre. La première loi, je dis que c'est mouvement et interaction. Alors, pour atteindre les objectifs, les gens doivent pouvoir interagir librement afin de découvrir les synergies. Les synergies qu'il y a entre eux, puis ça leur permet de se dépasser. Alors, finalement, c'est interagir pour réussir. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi. La deuxième loi, c'est pouvoir et autorité sont partagés et utilisés avec sagesse. Le pouvoir et l'autorité sont distribués à travers l'organisation. Les gens ont le niveau de pouvoir et d'autorité requis pour accomplir leurs tâches. Attention, tu ne passes jamais par l'interaction. Tu ne passes jamais par-dessus la première loi. Tu veux décider, pas de problème. Tu sais décider, tu peux décider, pas de problème. Il faut que tu jases avec la personne qui est concernée par ta décision. Tu peux t'aider à prendre une décision. Mais c'est toi qui décides. La troisième loi. La troisième loi, on dit curiosité et connaissance en continu. Les gens doivent recevoir la formation et l'éducation nécessaire pour améliorer leurs compétences, augmenter leur autonomie. Attention, tu ne passes pas par-dessus la deuxième loi. Tu peux aller chercher la formation que tu veux, tu as le droit de décider. Tu vas chercher la formation pour être capable de mieux décider, de mieux agir. Puis quand tu veux agir, qu'est-ce que tu fais? Tu parles aux gens qui sont concernés par ta décision. Donc ici, c'est apprendre pour grandir. Il manque quelque chose. La vision. Fait que la loi unique, c'est de garder le cap. En tout temps, les gens savent pourquoi ils doivent interagir pour réussir, pourquoi ils doivent savoir et pouvoir décider, et pourquoi ils doivent apprendre pour grandir. Moi, je pense que c'est des principes clairs et simples qui permettent à tout le monde de faire ce qu'il y a à faire. C'est enligné, tu ne le fais pas comme un fou, tu le fais de façon responsable, tu le fais pour te développer et devenir meilleur. Je pense que tout le monde est capable d'aller dans ça. J'ai un dernier test pour vous. J'appelle ça le leadership latéral. Alors, je vais vous demander d'écrire sur un bout de papier dans votre cahier, n'importe où, 3 chiffres, 3 mots. Le leadership latéral, c'est la volonté de faire les choses. Alors, votre volonté de 1 à 10, vous la mettez à combien? C'est pas de mauvaise réponse. La volonté, c'est l'intérêt à faire quelque chose, puis le temps que vous êtes prêt à y consacrer. Et de 1 à 10, écrivez votre chiffre de volonté. Votre niveau de volonté. Le deuxième mot, c'est courage. Est-ce que vous avez le courage de vaincre vos peurs et de passer par-dessus les résistances qui vous entourent? Un chiffre de 1 à 10 encore une fois. Le troisième mot, c'est l'ouverture. Est-ce que vous êtes prêt à sortir de la caverne? Et ensuite, d'aller convaincre les autres que ça va arriver. Vous êtes prêt à vous déchirer. Multipliez les 3, ça fait un chiffre sur 1000. Si vous avez en bas de 125, réfléchissez à votre carnet. Ça veut dire que vous avez mis 5 ou moins en général. 5 fois 5 fois 5, 125. Vous avez 250, 300, 600. Vous avez du leadership latéral. Leadership latéral, ça veut dire quoi, ça? Bien, on parle souvent du out of the box. Hein? Ça, c'est typique, c'est out of the box. Moi, je dis que le leadership latéral, okay, c'est basé sur les principes d'Edouard de Bono, lateral thinking. Le leadership latéral, c'est de penser à côté de la traque. Et de marcher à côté de la traque. Tu suis la traque, mais tu es à côté de la traque, tout le temps. Et quand il y a un train qui passe, tu es à côté. Mais tu suis la traque. Tu es dans la bonne direction, mais tu te promènes, tu essaies des affaires. C'est un concept. Moi, je trouve ça génial. Tu n'es jamais en train de te faire frapper par le train. Et dans le fond, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on parle de perspective. On va marcher, les vidéos sont plein de rôles. Alors, l'idée du leadership latéral, c'est d'imaginer que ce que tu vois là, dans le fond, c'était pas un carré sur le bout d'un poteau. C'était pas un rond non plus. Parce que ça, c'est une vision de la réalité. Selon l'éclairage que tu fais sur la petite forme, tu vas avoir un carré sur le mur, c'est pas excellent. Le leadership latéral, c'est prendre du recul. Une autre façon de le dire, c'est
Imaginez, vous êtes sur la rue et vous voyez quelqu'un qui fait des graffitis comme ça, et tu te dis, hey, c'est-tu downer, cette affaire-là? Franchement. Là, tu traverses la rue, tu te dis, en fait, c'est ça. Là, tu fais comme, oh wow. J'ai pris du recul. Je vois ça autrement. Alors, imaginez si aujourd'hui vous avez une baguette magique, que vous pourriez faire ce que vous voulez. Puis sur le post-it, vous avez écrit un chiffre qui est tellement gros que ça ne se lit pas. Il n'y a pas de mots, tu sais, des téradollars, des gigadollars, c'est quoi les autres après? Femtadollars, je sais pas. Imaginez, vous avez une baguette magique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis si vous faites un petit mouvement comme ça, puis vous regardez en dessous de votre chaise, vous allez trouver ma carte d'affaires. Vous avez une carte dans la salle. Puis je vais vous faire choisir une baguette magique. J'en ai 6 modèles différents. Il y a juste une personne. Vous savez que c'est la baguette de Chevalier Sorcier. Mais je vous invite à avoir une baguette et à penser à tout ce que vous pourriez faire sans aucune limite. Vous vous censurerez après. Là. De toute façon, quelqu'un va le faire pour vous. C'est pas votre chose. Alors, on approche de la fin. En 1911, Frédéric Taylor a pensé à son concept. Il y en a qui pensent, il y en a qui poussent. Henry Ford a pris ça et a commencé les lignes de montage, qui étaient déjà pas pires, mais il a pris ces concepts d'uniformisation, puis d'optimisation des processus, puis de déshumanisation du travail. C'est correct. Ça, c'est un concept de l'organisation comme une machine. On est chacun parti dans l'engrenage. Oh, ben allez. C'est extraordinaire quand c'est bien organisé, ça va bien. Le problème, c'est que les êtres humains ne sont pas vraiment comme des machines. Moi, je trouve qu'on est plus comme des grenouilles. Tu regardes une grenouille, puis maintenant, à part, tu sais pas trop, là. Maintenant, tu comprends qu'il y a une mouche qui a passé, ou un moustique, ou le fameux moustique. Mais tu sais pas trop. Les êtres humains, on est pas comme ça. On travaille, puis maintenant, c'est comme, ah, ça me tente plus de faire ça. Pourquoi? C'est plat. Mais là, c'était pas plat, Pierre. Mais là, c'est plat. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, je veux pas te le dire. Mais on n'est pas contrôlable. On n'est pas vraiment gérable. On n'est pas des machines. On est des êtres vivants. Et à cause de ça, on est très complexe. Notre job aujourd'hui, c'est vraiment de faire des ponts. La richesse, elle est dans l'organisation. Elle est là. Et vous le savez. Ouais, mais c'est parce que Marilyn, c'est tout un X. Non, 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 non. Tu as créé un environnement qui le fait devenir un X. En fait, si vous êtes honnête, si vous faites 2-3 jobs dans votre vie, vous êtes capable de dire que pendant un certain temps, des fois c'est long, vous avez agi comme un X. Pourquoi? Ben, mon boss m'a dit qu'il ne payait plus l'overtime, fait que moi je fais du 9 à 5, je prends mes pauses, puis mes vraies pauses, puis là, ah. Ouais, j'ai un software, le fond, on avait besoin, il avait dit qu'il me remboursait, puis là, il ne me rembourse pas. Fait que moi, ça fait 6 mois que quand je type, là, je type pas mal plus vite que ce que l'ordinateur est capable d'écrire. Qu'est-ce que tu veux dire? Check. Ça t'écœure pas? Ah oui. T'es rendu un X. Non, tu agis comme un X. Mais on n'est pas des X. Notre rôle, c'est de mettre la grève en engrenage. C'est de faire repartir une belle machine humaine, de recréer des liens. Elle disait tantôt, connect, ICU, connect, allez la chercher cette énergie. Là, on parle de gestion de changement ici. Vous avez déjà fait ça, des projets de gestion de changement, je suis certain que vous n'avez pas parlé. Vous avez été victime d'eux. Ben moi, je vous suggère une autre approche.
de gestion. C'est un peu plus radical, puis oui, ça fait mal. Mais comme disait M. Tandzen, c'est intéressant, les organisations ne fonctionnent pas à cause de leur structure, mais en dépit de leur structure. C'est parce que des non-conformités partout dans l'organisation, à cause des êtres humains créatifs qui ont tout faire quelque chose, c'est à cause de ça. Parce que la journée que vos êtres humains commencent à faire du zèle, respecter tous les processus, tout arrête. Fait qu'il faut penser à autre chose. Il faut penser à une structure où la hierarchy, le flot bidirectionnel d'information travaille sans aucune encombre, aucune contrainte, puis qu'il y a des cellules un peu partout qui se créent, qui se dissolvent et qui se recréent. Une structure qui n'est pas vraiment contrôlable, mais si on garde le cap, qu'on sait qu'on doit interagir pour réussir, qu'on sait qu'on doit savoir et pouvoir décider, qu'on sait qu'on doit toujours apprendre pour grandir, bien, c'est bizarre. Moi, je pense que ça va marcher. Parce que c'est ce qu'on fait quand on sort du flou. On marche. Puis on se réessaye. D'ailleurs, quand est-ce que vous avez arrêté d'essayer de marcher? Je vais leur dire. Quand est-ce que vous avez arrêté d'essayer de marcher? Quand vous avez marché, ça a-tu pris une fois, deux fois? Non, plusieurs milliers de pas, puis de fouilles. Mais quand on est des adultes, on se fait dire non une fois, puis c'est comme, oh, non, c'est fini. Non, gosse-les ton boss. Demande-y 45 fois combien je peux dépenser sans que je le demande. Demandez, il va vous le dire. Alors, moi, je ne suis même pas capable de dépenser 100 $. OK, donc 99, ça serait correct pour moi. Je vais t'aider à monter ton 100. Puis là, je m'excuse. Parce qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais à chaque fois que je fais ces conférences-là, les gens ils sortent de la caverne. Ils n'aiment pas toujours ça. C'est pas toujours le fun. Je suis baveux un peu. Même des fois, il y en a qui disent je suis arrogant. Qui tu prends? Non, mais je vous ai fait sortir de la caverne. Même si vous rentrez, vous êtes sorti une fois. Vous contaminez. Là, votre job, c'est de contaminer tout le monde. Et même ici, vous allez faire quoi? Alors moi, je vous suggère quelque chose. Faites donc confiance aux gens autour de vous. On m'appelle François, on m'appelle le biologiste organisationnel, mais on m'appelle surtout pour revitaliser les organisations. Merci.